Les décisions les plus difficiles, c'est les décisions de ressources humaines. Et donc forcément, là, ces dernières années, on a dû se séparer de quelques éléments. Et c'est jamais de gaieté de cœur, c'est assez douloureux. Souvent, la décision aurait quelque part dû venir plus tôt, et ça aurait rendu service autant à la personne qui s'en va qu'à l'entreprise, qu'au reste des collègues aussi. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Léopold Kopiters, cofondateur de Skysun. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Interphone, opérateur 100% dédié aux entreprises, et YouMovie, spécialiste de la vidéo pour entreprises et du podcast. Je ne sais pas si Léopold, tu savais que ce podcast est sponsorisé, mais comme ça. Je ne le savais pas. Bonjour Geoffroy. Bonjour Léopold. Alors, première question, pour rentrer dans le vif du sujet, très facile. Qui es-tu, Léopold ? Alors, je m'appelle Léopold Kopiters, comme tu l'as dit, cofondateur de Skysun. Je suis bruxellois, je suis né et j'ai grandi à Bruxelles. Au niveau perso, donc avant de cofonder Skysun, j'avais une petite activité de charpentier. Donc j'aime beaucoup encore le travail du bois. Je suis quelqu'un d'assez manuel et ça reste un plaisir que je poursuis dès que j'ai un peu l'occasion. Et puis sinon, au niveau Skysun, donc je suis plutôt sur le volet développement stratégique et un peu les prochaines étapes. J'ai la chance d'avoir trouvé un cofondateur et maintenant des associés qui sont très complémentaires, et donc on a cette complémentarité où moi je vais un petit peu essayer d'amener les next steps, et puis eux sont très complémentaires dans la consolidation et dans le fait d'apporter de la structure à des idées qui parfois peuvent être un peu saugrenues. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Skysun ? Parce que dans le nom, on devine qu'on parle de soleil, évidemment, de ciel bleu. Ouais. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Mais donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'activité de Skysun ? Alors, Skysun, donc, tu l'as dit, Sky et le Sun, donc le ciel et soleil. C'est un développeur photovoltaïque. Donc, en tant que développeur photovoltaïque, en fait, c'est un petit peu la même chose qu'un développeur immobilier. Si ce n'est qu'au lieu de chercher des surfaces pour construire des bâtiments, on cherche des surfaces pour construire des installations photovoltaïques. Et donc, on cherche du parking, de la toiture et du terrain, toujours B2B, donc minimum 1500 m². Donc, ça peut être du B2C, mais voilà, 1500 m² en B2C, c'est moins probable. Et donc, en tant que développeur, eh bien, on vient ensuite valider la possibilité de construire sur ces surfaces. Est-ce que la stabilité du bâtiment est OK ? Est-ce que les raccordements électriques sont fonctionnels ? Est-ce que s'il faut demander des permis ? Voilà, on obtient toutes ces autorisations, on valide tous les différents points légaux, financiers, techniques. Et puis on construit. Et on a une société qui fait cette construction au sein du groupe Skysun. On fait appel à elle, on fait aussi appel parfois à d'autres sous-traitants. On n'a pas toujours la possibilité de travailler uniquement à travers notre filiale, puisqu'on a plus de projets que ce qui pourrait se permettre de prendre. Et puis on a ensuite une troisième activité qui est celle de fournisseur d'électricité, puisque ces panneaux solaires produisent des électrons et que comme on est propriétaire de ces installations, on est propriétaire des électrons et donc on vend l'électricité. Et donc comme un développeur immobilier, je reviens à cette comparaison, il y a des développeurs immobiliers qui vont vendre les projets qu'ils ont développés, mais nous, on ne les vend pas, on les garde. Et donc, il y a aussi cet aspect-là dans l'immobilier où des entreprises détiennent un portefeuille d'actifs et louent des mètres carrés. Eh bien, nous, on vend des électrons. Et donc, on est développeur photovoltaïque, fournisseur d'électricité décentralisée, avec une énergie solaire renouvelable. Et entre les deux, on est installateur. Et donc, au final, pour les boîtes avec qui on bosse, ça veut dire une économie de carbone dès le premier jour et une économie sur la facture dès le premier jour sans avoir mis aucun CAPEX, aucun OPEX, puisqu'on prend tout en charge. Et on vend ces électrons du coup jusqu'à parfois 30, 40, 50% moins cher que sur le réseau. Donc c'est vraiment un no-brainer, quoi. Et donc le propriétaire du lieu qui est mis à disposition, donc lui touche une location, alors c'est ça ? Voilà, donc si effectivement l'exploitant n'est pas la même entité que le propriétaire, alors effectivement il y a un peu un partage du bénéfice. Typiquement, si on vend l'électron 30% moins cher que sur le réseau, peut-être qu'on le vendra du coup 20% moins cher et qu'il y aura un petit delta qui revient au propriétaire. Ça peut peut-être intéresser des auditeurs du podcast. Quel est
des critères spécifiques pour se dire oui, j'ai un espace, j'ai un toit. Donc l'espace, c'est minimum 1500 mètres carrés, ça c'est un peu la notion à garder. Parking, toiture et terrain, donc ça peut aussi être devant, tu vois, la pelouse devant les bureaux, derrière l'usine ou ce genre de choses. Ensuite, il faut avoir une certaine consommation. Bon, ça peut être un peu à tout niveau, hein. Ça on fait une analyse, mais généralement une bonne logique à se dire, c'est soit des gros bureaux, soit une activité de manufacture, donc typiquement quelque chose où il y a des machines qui tournent, qui chauffent ou qui refroidissent. Ça c'est bien, enfin c'est bien, il y a une consommation électrique, il y a un besoin et donc on vient décarboner cette consommation et réduire les coûts. Donc typiquement, j'aime bien prendre l'exemple d'une boulangerie industrielle. On va pétrir la pâte, ça tourne, on va surgeler les produits, ça refroidit, et puis on va les mettre au four, ça réchauffe. Et ça veut dire qu'il y a des résistances électriques, il y a de la consommation, et donc là on peut travailler, quoi. C'est quoi ta journée type d'entrepreneur aujourd'hui ? Si tu as une journée type. C'est difficile à dire. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement structuré par ailleurs, mais une journée type, ça va être un mélange de ce qu'on fait aujourd'hui, donc de faire aussi un peu de l'awareness autour de SkySun, de me rendre à des événements, de faire des interviews, de ce genre de choses. Pas mal de salons aussi, de plus en plus en France. C'est quelque chose que j'ai pas mentionné, mais on a ouvert du coup SkySun non seulement à Bruxelles, mais aussi à Paris, Strasbourg et maintenant Lyon. Donc je déménage à Lyon au mois d'avril pour développer la région Rhône-Alpes. Et donc je suis aussi de plus en plus en France, et donc ma journée type aujourd'hui, ça fait aussi, il y a aussi pas mal de trains vers Lyon et vers Paris, donc voilà, circuler à gauche à droite. Et puis passer du temps aussi dans la gestion de SkySun avec le reste du management, nos associés, et donc avoir cette vue c'est très chouette parce que du coup on voit les choses évoluer à la fois sur la France et sur la Belgique, et construire aussi des ponts entre les différents bureaux. Donc c'est un peu ça le focus. Ouais. Quelles ont été les étapes clés depuis la genèse de l'idée jusqu'à aujourd'hui dans la création de l'entreprise? Alors, l'étape clé, ça a été de rencontrer d'abord Arthur, mon cofondateur. Pote de pote à l'université, on a commencé à discuter d'entrepreneuriat, et puis finalement on s'est dit on a un business model qui tient la route. Vous vous êtes dit on va travailler ensemble avant d'avoir le projet, ou vous êtes rassemblés autour d'un projet? J'ai du mal à vraiment l'identifier. En tout cas, on faisait des blocus ensemble, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait d'énergie. Je me souviens que les premières idées, c'était autour d'une énergie hydroélectrique, et qu'on avait déjà cette idée d'avoir ce modèle d'investisseur, et puis ensuite de revendre l'électricité. Et puis finalement, on est tombé sur les panneaux solaires. Mais en tout cas, on a vraiment identifié que là, il y avait un business model qui tenait la route. Et avant de se lancer, on a ensuite échangé vraiment sur nos forces et nos faiblesses pour s'assurer qu'il y avait une complémentarité, et que ça tenait la route aussi, du coup, de se mettre ensemble. Et voilà, et ça marche très bien. Je pense qu'encore aujourd'hui, je suis très admiratif de tout ce que Arthur fait et sait faire, que je ne sais absolument pas faire. Et inversement, je pense que j'ai un rôle dans l'équipe que lui n'a pas, quoi. Donc ça marche bien. Oui. Les autres étapes, alors, j'imagine qu'il y a eu des engagements, qu'il y a eu, on en parlait en off, une levée de fonds. Quelles ont été les autres grandes étapes du projet? Alors, donc, on a lancé la boîte entre notre bac et notre master. On s'est dit, on va quand même s'inscrire à l'UNIF en master, au cas où c'est un flanc complet, on pourra toujours dire qu'on est étudiant. Donc on a lancé SkySun en juin ou en juillet 2017. Et en fait, jusque 2019, on était en master. À l'époque, je parlais de charpenterie. Moi, j'avais encore une petite activité de charpenterie qui faisait que voilà, c'était ma source de revenus. Et en 2019, on a fait une levée de fonds de 200 000 euros auprès vraiment d'un business angel. En gros, pote de pote, amis, ce qu'on appelle family, fools and friends. Ouais. Et là, c'est sur base de l'idée encore. Donc vous levez sur base d'une idée. Non, là, on avait déjà un projet. Donc il y avait déjà un revenu. Et voilà, on se payait pas de salaire, Arthur et moi, mais il y avait déjà, il y avait un pipe et un projet qui tournait. Et on avait fait en un an un projet. C'était vraiment, on a dû
tout apprendre. Hein, Oui. très bien. Et donc ça, c'était une étape importante, grosse décision, on s'assied avec nos coachs, etc. On décide, ok, on se paye un salaire, à partir de maintenant, on se paye un salaire de 1 000 euros brut par mois. C'était voilà, c'était le tout début. Et puis après, il y a eu des recrutements, évidemment, mais un moment important, ça a été les abatteurs d'Anderlecht, donc le Solar Market, qui est un monument classé, hein, la halle des abattoirs d'Anderlecht, construite en 1890, avec une étanchéité complètement défectueuse dès les années 1980. Une décision de la ville de Bruxelles d'enlever l'étanchéité d'origine et de la remplacer par du roofing, donc vraiment une étanchéité bitume qui évidemment est pas très patrimoniale, pas très architecturale et qui dénaturait quand même fortement le bâtiment. Et alors nous, on est venu avec cette proposition pendant le Covid. Au début Covid, 2019, fin 20, avec la proposition de rénover l'étanchéité avec une nouvelle toiture et de mettre des panneaux solaires architecturalement intégrés, donc avec vraiment une esthétique de zinc haussmannienne, donc c'est vraiment ces lignes verticales qu'on reconnaît sur les toits en zinc de Paris, par exemple. Et donc ça a bien plu à la Commission royale des monuments et sites. On a obtenu le permis, on a réussi à faire le financement, etc. Et ça, c'était un grand succès. Premier JT, première vraiment visibilité forte. Et ça nous a donné, du coup, la crédibilité pour faire une seconde levée de fonds, en fait, mais uniquement en dette, auprès de AGS, AG Real Estate, donc le plus grand acteur de l'assurance et de l'immobilier ici en Belgique, qui nous a fait une levée de fonds de 5 millions d'euros, donc non dilutif, pas d'equity, mais de la dette pour pouvoir financer nos investissements futurs. Et donc, voilà, ces capitaux-là, plus la crédibilité des abatteurs d'Anderlecht, ça nous a permis du coup de développer encore davantage la boîte. Et en 2022, on avait une petite équipe, on était déjà une petite dizaine. Et en 23, maintenant, on a continué à faire grandir la boîte. Et la levée de fonds qu'on a faite cet été, du coup 17 millions d'euros, donc Série A, a pour objectif de continuer à développer le marché français avec nos 2 associés français, du coup, qui sont Antoine Ferrari à Paris et mon grand frère, Charlie, qui a lancé Skysun avec Antoine. À 2, ils ont lancé Skysun en France il y a un peu plus d'un an et demi de ça. Dans une logique très entrepreneuriale, puisque nous, on était sous eau à Bruxelles avec Arthur, et donc Charlie a fait une rencontre amoureuse en Alsace. Il est parti vivre à Strasbourg, et donc il a dit je pourrais lancer Skysun. On lui dit ok, fais donc, mais voilà le drive, la clé USB avec quelques PowerPoint, et tu fais ton truc, quoi. Et donc nous, on était actionnaires de sa boîte quelque part. Et puis avec la levée de fonds qu'on a fait cet été, on a eu cette discussion, on s'est dit il faut qu'on aligne les intérêts, qu'on ait tout le monde à bord du même bateau, qu'on puisse vraiment partager des infos et réfléchir en vraiment bonne intelligence plutôt que d'être un petit peu partisan de chacun son marché. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je parle de 2 cofondateurs, Arthur et moi, en 2018. Et puis maintenant, 4 associés, Arthur et Léopold, et Antoine et Charlie. Quel conseil donnerais-tu à ton toi, donc Léopold, à 18 ans? Un conseil pour mon moi à 18 ans, je pense que quelque part les choses que j'avais fait à l'époque, étaient quelque part les bonnes étapes sur je parlais de charpenterie, mais c'était une expérience qui m'a assez bien marqué quand même. C'est quelque chose que j'ai commencé assez tôt, au début de bac, et qui m'a quand même donné les premiers éléments de comptabilité, gestion de projet, faire un devis, se rendre compte qu'en fait ça va pas le faire, perdre de l'argent sur un projet à des échelles tout à fait raisonnables. Tu fais un devis à 3 000 euros et en fait tu te dis non, ça va, tu vas pas gagner des sous dessus. Et donc voilà, c'était une bonne chose de faire ça. Donc je pense que mon conseil en tout cas pour des personnes de 18 ans, c'est de commencer petit. Ça sert à rien d'avoir une grande idée révolutionnaire. D'ailleurs, Skysun n'avait rien de révolutionnaire quand on l'a lancé. Le tiers investissement photovoltaïque, c'est un truc qui a assez bien fonctionné en Belgique jusqu'à 2013. Et puis, il y a eu un gros crash suite au certificat vert. On peut dedans. Mais donc, en gros,
n'a pas inventé un business model, on n'a pas réinventé la roue, quoi. On s'est juste dit, là, il y a un momentum de marché, il y a un truc qui fonctionnait avant, qui peut refonctionner. Il y avait un soutien particulièrement important à Bruxelles. Et donc, on s'est relancé. Et puis, l'innovation et l'entrepreneuriat, il vient en fait en faisant. Et donc, typiquement, on n'avait pas pensé qu'on allait faire un abattoir d'Anderlecht quand on a lancé Skysun en 2018. Mais le fait de commencer, c'est le plus important. C'est action. Et avec l'action vient la motivation de faire plus. Et avec le fait de faire plus, il y a l'inspiration. Et l'inspiration amène à l'action. Et donc, il faut un peu kickstart, il faut mettre le choke, quoi. Il faut commencer, et puis une fois que tu es dedans, les idées viennent, je pense. Tiens, la crise de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, qui a été une menace pour beaucoup, du coup, ça a été plutôt une opportunité pour vous? Je dirais que ça a plutôt été une opportunité pour nous. Je pense qu'au-delà de l'opportunité pour Skysun, c'était aussi un bon appel, un bon réveil sur l'indépendance énergétique et l'énergie renouvelable et les vertus que l'énergie renouvelable ont aussi, c'est cette décentralisation, cette indépendance qu'on peut avoir. Et donc je pense qu'effectivement, si l'énergie solaire a bénéficié quelque part de cette réflexion, de se dire si l'énergie est centralisée et qu'elle dépend de quelqu'un d'autre et qu'elle coûte soudainement très cher, j'y ai plus accès. Si j'ai accès à ne fût-ce qu'une partie de ma consommation de façon décentralisée, locale, etc., j'ai une résilience que je n'avais pas avant. Et donc ça, c'est sûr que c'est une bonne chose pour le solaire. Et puis alors oui, effectivement, après il y a eu quelques effets d'aubaine, mais voilà, je pense que pas à l'échelle de certains fournisseurs d'électricité qui ont fait des très belles années. Mais c'est sûr qu'on a vu un petit boost. En fait, la différence, c'est que nous, la plupart de nos projets, on vend 100% de l'électricité, on vend la quasi-totalité de l'électricité à un prix fixe sur 20-30 ans. Donc, moi, j'avais fait des deals à Bruxelles ou en Wallonie avec des entreprises en leur disant, voilà, vous allez gagner 20 000 € par an avec votre projet. Il se fait que l'énergie, pendant cette année-là, coûtait 4 fois plus cher. Donc, au lieu de gagner 20 000 €, en fait, ils économisaient, eux, 80 000 €. Mais moi, je ne gagnais pas plus. Parce que je gardais mon prix fixe. Tout à fait. Donc, l'effet d'aubaine qu'on a eu, c'est quand parfois, il y a des projets où on réinjectait un excédent. Et du coup, cet excédent, au lieu de le vendre à 50 €, on le vendait à peut-être 100, 120 €. Enfin, non, je pensais plus à trouver des nouveaux clients, parce qu'il y en a certains qui se sont dit que c'était une nécessité, une survie pour eux de passer à du renouvelable plutôt que de continuer avec du fossile. Ouais. Est-ce que ça vous a facilité le côté plutôt commercial pour convaincre certains clients de passer le pas? Je pense que oui, je pense que c'est sûr que ça a aidé. Après, nous, on a aussi un rythme commercial qu'on remarque, c'est toujours en fin d'année et avant l'été. Donc c'est vraiment ça correspond assez bien au rythme des boîtes où il y a ce souhait de closer quelque chose avant janvier. Donc typiquement, novembre-décembre sont les mois très actifs, mai-juin aussi. Donc voilà, il y a toujours ce rythme. Peux-tu nous partager une anecdote inattendue de ton parcours qui a marqué un tournant dans ta carrière, où il y a eu vraiment un avant et un après? Je pense que clairement, le projet des abattoirs d'Anderlecht, ça a été un avant et un après. Parce que je dirais qu'on est arrivé un petit peu comme des touristes, on est sorti très, très, très bien formés pour le coup. Parce que c'était un projet d'envergure, c'était un projet qui impliquait un monument classé, etc. Donc, je pense que voilà, il faut toujours un peu de culot et un mélange de confiance et puis après il faut assumer derrière ce qu'on a promis. Mais donc on a beaucoup appris pendant ce projet et ça typiquement on a eu des histoires avec des sous-traitants où ça s'était pas très bien passé, des problèmes, enfin de la qualité, quoi. Et on n'avait pas suffisamment bien mis les choses par écrit et donc c'est difficile ensuite comme un chantier en fait, hein. Je pense que quiconque a un jour rénové sa salle de bain c'est qu'un bon cahier de charge c'est une bonne chose et donc voilà. Une question que je pose souvent, c'est comment tes proches ont réagi lorsque tu as décidé de devenir entrepreneur. Toi, tu as démarré ta carrière comme entrepreneur. Tu as eu le soutien de tes proches dès le départ? J'ai eu le soutien de mes proches dès le départ. J'ai la chance d'être dans une famille assez entrepreneuriale. La preuve en est, du coup, je bosse maintenant avec Charlie, mon grand frère.
Mais il y a aussi vraiment cette identité qui vient plutôt de papa, du coup, qui était entrepreneur, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui, du coup, a eu aussi le souhait de souffler sur les braises, comme il le dit. Donc c'est ça un peu qui a... Enfin, c'était pas une surprise, je dirais. Je fais de nouveau, je reviens à cette notion de charpenterie. Les discussions que j'avais avec papa à l'époque, c'était vas-y, je vais te prêter 500 € pour que tu t'achètes une scie sauteuse et le matériel qu'il faut pour pouvoir lancer le truc. Tout à fait, ouais. Et puis ensuite, du coup, quand on a lancé Skysun, c'était aussi avec un soutien. On a reçu un petit peu de fonds de départ, autant Arthur que moi, de la famille. Et du coup, ça a permis de mettre les choses en route, quoi. Ouais. Le choix du renouvelable, ça faisait écho par rapport à vos valeurs de cofondateur, ou finalement c'est le business model et l'opportunité qui s'est présentée? Ça fait tout à fait partie des valeurs de la boîte, et donc d'Arthur et moi qui avons quelque part donné les valeurs à la boîte. Non, l'environnement est primordial. Et d'ailleurs, le business model est aussi lié à l'environnement. La première chose, c'est que moi, donc, les études que j'ai faites en master, c'était sciences et gestion de l'environnement. Donc parce que je voulais du coup mieux comprendre la problématique à laquelle on s'attaquait. Et voilà, avoir une base scientifique pas très avancée, mais de comprendre vraiment l'enjeu. Et alors, au niveau du business model, en fait, comme on est investisseur et qu'on reste propriétaire de ce qu'on fait, on est forcément incentivé à faire le mieux possible. On n'a pas du tout cette logique d'aller couper les coins et couper les coûts en achetant des produits de moins bonne qualité. Ça va nous revenir en pleine figure dans quelques années si on le fait. Donc on a vraiment top qualité, donc on est super aligné en fait entre nous, le partenaire avec qui on travaille, qui est à la surface, et l'environnement. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on produit un électron, c'est le partenaire qui fait une économie de carbone et de cash. C'est Skysun qui a un meilleur retour sur investissement, parce que plus on produit de l'électricité, quelque part plus on a du produit. C'est comme si on avait de plus en plus de mètres carrés en tant que développeur. Et puis l'environnement, donc ça veut dire que cet investissement, c'est aussi un investissement carbone, d'installer toute installation, toute consommation, tout ce qu'on fait en tant qu'humain sur cette planète a un impact carbone initial. Et donc le photovoltaïque a simplement un retour sur investissement carbone au bout d'un an et demi. Donc en un an et demi, ça a produit suffisamment d'électricité que pour être neutre. Et puis ensuite, c'est 20 ans ou 25 ans, ou même jusqu'à 40 ans de production. Et donc forcément, si chaque année, on passe le chiffon, on entretient le truc, on s'assure que ça produit le maximum possible, ça veut dire que le retour sur investissement carbone va être le plus court possible, et les bénéfices pour l'humanité, disons, sera le plus important possible. Donc complètement un alignement entre Skysun, son partenaire, et la planète. C'est vraiment le win-win-win. On dit souvent que l'échec est formateur. Est-ce qu'il y a un échec que vous avez connu qui avait un peu façonné votre vision aujourd'hui ? Ouais, on a eu un gros échec, sans grandes conséquences quelque part, mais qui était assez... Vous en tirez des leçons en tout cas. Ouais, on a retiré des leçons, et c'était relativement pesant sur le moment. C'était une filiale résidentielle qu'on avait lancée, qui s'appelait HelloSun. Pardon. Et donc HelloSun, c'est l'idée de faire ce business model de financement, mais pour des particuliers. Sur le toit du particulier. Voilà. C'est les modèles qui existaient, que tu as dit, en 2013, dans ces années-là, quoi. Voilà, exact. Mais donc ça existe encore, hein. Il y a encore des acteurs sur le marché, mais c'est pas du tout la même structure. En fait, tu te retrouves dans un métier qui est quasi de l'ordre de la banque, parce que la contrepartie, il faut quand même s'assurer qu'elle puisse payer. Et puis surtout, en termes opérationnels, il faut une machine qui est huilée vraiment à la perfection, parce que c'est de la masse, quoi. Il faut en faire un paquet. Et nous, on s'est retrouvés dans cette situation où on avait fait un super site internet, il était vraiment canon, et une bonne campagne de marketing. Donc on avait eu l'idée, entre l'idée et la publication du site, il y a dû avoir maximum 2 mois. Donc on avait été très vite, parce qu'il y avait cette fenêtre d'opportunité, on se dit ok, on y va, on fonce. Et puis le site a cartonné, on a eu en quelques semaines plus de 2000 demandes. Et puis après, c'est là que ça s'est complexifié, c'est qu'il fallait aller
sur place, faire les visites, etc. Et en fait, on était encore que 2 dans la boîte à cette époque. Et donc, on a sous-traité pas mal à des partenaires qui, pour diverses raisons, avaient aussi des problèmes opérationnels chez eux. Et donc, on avait du mal à délivrer en fait les promesses. Le site était canon, il y avait une promesse qui était géniale. Et derrière, on avait du mal à délivrer. À tel point que l'anecdote, c'est que nos proches s'étaient inscrits sur le site par enthousiasme et par soutien. Et on n'arrivait pas à vendre à nos propres proches. donc, nos parents nous disaient, bon, c'est quand vous voulez, hein, les gars, mais on n'a toujours pas reçu de contrat. Et donc, au final, au bout d'un an, on a quand même réussi à délivrer près de 200 projets. Et on a acheté l'éponge, on a mis fin à l'activité, on a gardé les projets, donc on les a toujours. On a toujours, c'est un peu la particularité de SkySun, c'est que parmi tous nos gros projets industriels, on a encore 200 maisons qui sont du coup le témoignage de cette expérience-là, qu'on gère, qu'on a en portefeuille et qu'on continue à honorer nos engagements. Mais on a mis fin à la marque. Vous ne prenez plus de nouvelles demandes. Exact. Un autre élément qui fait partie important de la vie de l'entrepreneur, c'est la prise de décision. Est-ce que tu as une prise de décision difficile que tu as dû prendre et aussi dont tu as appris beaucoup de choses? Oui, je pense que les décisions les plus difficiles, c'est les décisions de ressources humaines. Forcément, il y a alors j'aime toujours bien comparer l'entreprise à l'équipe de sport en disant mais on est là avec un projet et on peut avoir une ambiance très fraternelle, un gros enthousiasme, voilà, on peut être très proche. Et d'un autre côté, il y a aussi cette ambition et cet objectif qu'on doit avoir, qu'on se fixe ensemble. Et donc, c'est pas non plus la famille, parce que la famille, c'est pour la vie, qu'importe les résultats, quelque part. Et donc, forcément, là, ces dernières années, on a dû se séparer de quelques éléments. Et c'est jamais de gaieté de cœur, c'est assez douloureux. Mais d'un autre côté, c'est à chaque fois en fait nécessaire et on se rend compte que la boîte évolue en fait très bien suite à ça et que souvent la décision aurait quelque part dû venir plus tôt et ça aurait rendu service autant à la personne qui s'en va qu'à l'entreprise, qu'au reste des collègues aussi, d'être un peu plus décisif sur ces réflexions-là. Même si voilà, c'est vraiment pas chouette parce que aujourd'hui on a eu un peu de turnover, mais il y avait encore quand même pas mal d'éléments qui étaient là de la première heure. Et bon, on en a parlé, on a fait une levée de fonds là cet été. On est passé de l'équipe de sport de quartier à une équipe de sport maintenant qui joue à l'international, et donc forcément on a des profils. On a des super profils qui sont arrivés et qui ont rejoint et qui je pense, on n'aurait pas pu espérer avoir cette qualité-là il y a quelques années. Mais à l'échelle des ambitions qu'on se fixe et à l'échelle quelque part de l'enjeu environnemental, parce que c'est vraiment ça qui nous a poussé sur cette levée de fonds, c'est de se dire bon, en fait, on a fait un beau boulot et un beau parcours entre le projet universitaire et 2023-24, mais à l'échelle de l'enjeu de la transition énergétique en Europe, ça restait assez anecdotique. Et donc, il y a eu ce double enthousiasme de se dire, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est une super aventure que de passer la 3e et d'y aller vraiment à fond et de voir jusqu'où ça peut aller. Et du côté citoyen, du côté impact, c'est ce qu'il faut. Il manque d'entreprises aujourd'hui pour faire cette transition. Donc on s'est dit, allez, on y va et on peut faire vraiment beaucoup plus, quoi. Quelles sont tes sources d'inspiration majeures en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, qu'il s'agisse de lecture, de mentors, de vidéos maintenant? Alors j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'excellents mentors. Je ne sais pas s'ils auraient envie que je les cite, donc je ne vais peut-être pas les citer, mais c'est primordial. Et je pense que la notion de mentor, c'est quelque chose que je pense que ça doit venir aussi de l'entrepreneur, d'aller chercher ça, d'aller chercher ces demandes. Et puis c'est à chacun du coup ensuite de fixer le rythme. Mais tu peux avoir des mentors sur un sujet bien particulier à qui tu vas parler 2 fois par an. Et s'il y a juste cet accord tacite sur ce sujet-là, est-ce que je peux t'appeler quand j'ai des questions? Ça ne doit pas spécialement être quelque chose de récurrent parce qu'un engagement, c'est souvent des gens bien occupés. Donc forcément, s'engager à un call par semaine, c'est beaucoup trop. Même un par mois, ça peut être trop. Mais un SMS de temps à autre, ça c'est OK. Et donc, il y a 2 lectures en particulier qui ont vraiment façonné, je pense, façonné SkySun. C'est le livre E-Myth, qui, je pense, est de Eric Gerber. Je ne sais pas si tu connais.
et qui traite un petit peu des compétences qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Donc, pour résumer en 2 mots, c'est le manager, l'entrepreneur et le technicien. Et il regrette que la plupart des entreprises sont lancées par des techniciens qui sont excellents. Et l'exemple, c'est quelqu'un qui fait des tartes, qui fait des excellentes tartes aux abricots, génial. C'est le conducteur du livre, je crois. Ouais, tous ses amis lui disent « on se fait une boîte de tartes aux abricots ». Il lance sa boîte et puis elle se retrouve à dire « mais je sais pas, comment est-ce que je fais du marketing, j'ai pas envie, ça m'amuse pas d'aller parler à tout le monde de mes tartes, comment est-ce que je fais la compta, je suis pas du tout une manager ». Et donc voilà, il faut cette complémentarité. Et donc quand je parlais de ces complémentarités avec Arthur, c'est ce qu'on a eu au début, puisqu'on a tous un peu en nous un côté plus entrepreneur, un côté plus technicien, un côté plus manager, mais forcément il y a quelque chose qui est un peu prédominant, et moi typiquement je peux me faire violence et remplir un peu la comptabilité, mais c'est pas mon truc du tout, et il faut quelqu'un, voilà, il faut qu'il y ait une entente pour que ça marche, quoi. Quelqu'un le fasse derrière, effectivement. Donc IMEF, ça, certainement. Et puis alors dans un second temps, là, plus récemment, Traction de Gino Wickman, qui est un bouquin de management. Il n'a pas inventé la roue non plus, hein, mais c'est cette idée d'avoir une gestion d'équipe et de management où tu te vois tous les 90 jours pour fixer les objectifs de l'année d'abord, et puis ensuite tous les 90 jours les objectifs trimestriels, de diffuser ces objectifs-là aux différents départements de la boîte, qui les déconstruisent en ce qu'on appelle des ROCs pour chaque membre de l'équipe, puis que du coup chaque membre de l'équipe ait à tous les 90 jours une vision de ce qui a été fait dans les différents départements, de la stratégie de la boîte, que les valeurs soient claires, que les ambitions soient claires, que tout le monde soit aligné vers ce projet, et donc ça permet vraiment à tout le monde de jouer dans l'équipe à son meilleur potentiel, et de prendre des décisions et d'être agile et rapide, et d'avoir l'image, c'est vraiment l'attraction, c'est que faut que les pneus accrochent, quoi. Faut pas tourner dans le vent, il faut savoir où on va, quoi. Et si tu pouvais inviter n'importe quelle personnalité vivante ou décédée à un dîner d'affaires ou un petit lunch, qui choisirais-tu et pourquoi? Je pense que ce serait Richard Branson. J'ai lu sa bibliographie, la première. Je trouve que la première est meilleure que la deuxième, parce que la première est vraiment pleine d'anecdotes, donc c'est vraiment des années de 1980 à 2000. Et voilà, j'ai trouvé que son bouquin était très inspirant, parce que ça touche à plein d'industries, ça touche à la musique, ça touche à l'art, ça touche à aussi un peu l'aéronautique. L'aéronautique maintenant, mais voilà, plein de trucs, et très, très, très dirtbag, très débrouillard au début. Et donc ça m'avait bien plu, oui. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé dans les périodes de doute ou de stagnation de ton parcours? Comment est-ce que je fais pour rester motivé? Je pense que c'est un ensemble de choses, et des choses dont on a parlé jusqu'à présent, c'est les associés, c'est les mentors, c'est l'équipe. Ça, il faut vraiment et d'avoir des discussions transparentes avec tout le monde, d'être très dans la communication. Je pense que c'est ça qui est la clé pour rester motivé, c'est ça. C'est de s'entourer à fond et de pas hésiter à communiquer, quoi. Est-ce que tu as certaines routines? Tu fais du sport, du yoga, de la méditation? Alors, j'essaye depuis des années d'être quelqu'un de très, très organisé dans mes routines, et qui va aller faire du sport tôt le matin. C'est malheureusement pas moi. J'en suis arrivé à boire un verre d'eau et faire mon lit. C'est ma routine. Mais donc non, j'ai pas. Donc je fais du sport, mais voilà, c'est plus. Voilà, j'ai des engagements sportifs. Je fais du tennis. J'aime beaucoup l'escalade. J'aime beaucoup l'alpinisme aussi. D'ailleurs, c'est très bien que j'aille à Lyon. Ça fait partie à titre perso, au-delà de la nécessité pour l'entreprise, ça fait partie de mes motivations. Et donc oui, je pense que peut-être que je pourrais dire ça, c'est qu'il y a en tout cas des pratiques sportives où je me rends compte que tu peux complètement te déconnecter. Et donc notamment, je fais un peu de slackline, et le besoin de rester en équilibre coupe toute autre réflexion. C'est simple, c'est juste impossible de réfléchir à autre chose. Et donc au final, c'est de la méditation. C'est une forme de méditation. Imposée, du coup. Imposée. Même chose pour l'escalade et l'alpinisme. Quand le risque, c'est de chuter, et
c'est très primitif. Tu t'accroches et tu réfléchis à ça et tu es vraiment dans chaque mouvement l'un après l'autre. Et donc j'aime bien ces pratiques sportives où tu coupes vraiment de toute chose. Tu parles de risque. Quel est le plus grand risque que tu as pris dans ton parcours et comment est-ce que tu évalues cette décision? Le plus grand risque, je pense que l'avantage d'avoir commencé très tôt, c'est que le risque a été très, très graduel. Quand on a lancé à 22 ans, on a mis 500 € sur un compte, on a pris un compte Gmail, on a ouvert la boîte, on a payé le notaire. Voilà, ça aurait été un fiasco complet qu'on aurait perdu 1000, 1500 €. Enfin, c'est vraiment pas un drame à l'échelle d'une carrière, disons. Et puis ensuite, les choses se sont faites vraiment petit à petit. Donc de gros risques. Je pense pas qu'on en... Enfin, il y en a pas un qui on en a pris de plus en plus gros quelque part, mais chaque fois mesuré. En soi, une levée de fonds aussi, c'est un risque, c'est une promesse de dire voilà les ambitions de ce qu'on va faire. Maintenant, il faut délivrer. Et donc, typiquement, faire une levée de fonds de 17 millions €, c'est pas un petit risque non plus. Enfin, il faut y arriver, il faut délivrer. Mais voilà, c'est proportionnel à la taille, la taille de la boîte. Donc ça fait du sens. Tu ne t'es jamais dit sur une décision, c'est qui tout double. Ça n'est pas arrivé. Non, ça c'est pas arrivé. Je pense c'est un inventeur aussi, Steven, qui disait toujours never bet the farm. Donc si tu es au risque de perdre tout, il faut pas le faire. Dans quelle mesure la stratégie de communication et de marketing a-t-elle joué un rôle clé dans la croissance et le succès de l'entreprise? Je pense que ça parle plus du coup au rôle entrepreneurial. Je pense que ça fait partie du job de faire de la presse, de faire en sorte d'être vu, parce que y a rien à faire. C'est une forme de marketing qui fonctionne bien, certainement en B2B, d'avoir cette crédibilité, d'avoir aussi quelque part c'est à la fois de la crédibilité et en même temps c'est pas cher, parce que quand tu parviens à être publié, voilà, ça coûte rien en fait, hein. C'est un coup de téléphone ou une rencontre. Donc vous mettez le focus sur le côté relations publiques, c'est ça que tu parles ici? Oui, on a fait principalement des relations publiques et puis sinon le reste ça a été plutôt des petites tentatives, mais un peu plus bricolées, de faire du contenu sur les réseaux sociaux. Moi je publie quand même assez régulièrement sur LinkedIn, et je pense que c'est dans une ambition à la fois ressources humaines, à la fois commerciale, de montrer que le projet est chouette et d'enthousiasmer des recrues, d'enthousiasmer des potentiels partenaires pour faire des projets ensemble, et puis pour faire des levées de fonds aussi. Ça fait un peu partie du truc. Et donc je pense que ça fait aussi un peu partie du rôle de fondateur à un certain stade, d'arriver à trouver des personnes qui sont meilleures que soi. Et là, je peux le dire haut et fort qu'il y a bon nombre des membres de l'équipe qui sont nettement plus forts que moi dans plein de domaines. Et donc, c'est très gai en fait de les voir prendre le sujet en main et le porter. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'aller quelque part convaincre les investisseurs de financer le recrutement de ces personnes pour ensuite construire le projet ensemble, quoi. Ouais. Est-ce que tu as remarqué un changement dans le regard de ton entourage proche et plus éloigné suite à l'évolution et au succès de l'entreprise? Pas forcément, non. Je dirais que ça a été une crainte pour moi. J'ai jamais voulu que ce soit le cas, mais je l'ai pas ressenti non plus. Après, je pense qu'il y a un truc, c'est qu'au bout d'un moment, en tant qu'entrepreneur, on n'a plus tellement envie de parler de la boîte à un dîner entre amis. Et donc, voilà, dans la mesure du possible, j'en parle pas tant que ça en fait dans le cercle privé. Et donc, oui, non, ça va pas tellement. Le fait de lever de fonds, de lever des millions et autres, ça n'a pas non plus changé le regard. Parce que parfois, il y a une assimilation, les gens vont croire que finalement, les millions, vous les levez pour vous. Et donc, ça n'a pas. C'est vrai que ça pourrait. Alors, je pense qu'il y a sûrement des gens qui sont moins proches, qui ont cette perspective-là. Mais je me suis jamais retrouvé avec un regard insistant pour que je paye un resto, quoi. Ça n'est pas arrivé. Okay. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui souhaite créer un équilibre sain entre sa vie professionnelle et sa vie privée, si toi-même t'y arrives?
pas sûr que ce soit tout à fait, pas tout à fait tout à fait mon cas en réalité. Okay. Moi, je suis assez all-in, donc je vis les choses de façon très. Voilà, je mêle les deux fortement. On parlait de rythme et de routine, mais moi, je suis plutôt à être un peu tout le temps dedans, un peu jamais dedans. Enfin voilà, entre guillemets, à toujours évoluer autour de ça. Je sais qu'Arthur, par exemple, est beaucoup plus structuré que moi à ce niveau-là. Lui, il est marié, il a un petit garçon. Donc je pense que ça structure aussi sa vie un peu forcément. Donc lui, il va vraiment. Il va arriver à faire la part des choses. Ouais, à un moment donné, il claque l'ordi, et il est famille, et puis il revient boulot, quoi. Moi, je suis un peu plus à être un peu mélangé les deux. Donc c'est plutôt à Arthur qu'il faudrait demander ça, ou à Charlie, ou je pense à Antoine. Ils sont tous, ok. Et comment envisages-tu l'évolution du monde entrepreneurial dans ton secteur, évidemment, dans les prochaines années et comment est-ce que tu vois l'évolution? Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de boîtes à impact. Je pense que ça, c'est déjà, ça se voit. Je pense que ça devient aussi à un moment donné une décision business qui fait du sens. Et donc, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est cohérent d'aller. Enfin, moi, j'irais pas me lancer dans le raffinement de pétrole. C'est pas une industrie qui me paraît avoir le vent en poupe. Et donc, je pense qu'il y a une logique d'aller plutôt se diriger vers quelque chose qui a un impact positif et qui, du coup, est pérenne. Parce que dans une économie qui, forcément, va être face aux contraintes de la planète et donc aux limitations. Et donc, il y a un moment où cette croissance infinie, moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que dans une forme de décroissance, quelle que soit son ampleur, il y a des projets, il y a des boîtes, il y a des activités qui vont être en croissance. C'est pas parce que l'ensemble de l'économie mondiale se ralentit que tout le monde se ralentit. Je pense que forcément, je sais pas moi, les vendeurs de vélos et les sociétés de panneaux solaires vont plutôt se développer dans les prochaines années que l'inverse. Et donc tu vois le fossé se creuser avec les États-Unis, par exemple, ou avec le retour de Donald Trump, ils vont recarboner quand même pas mal. Donc est-ce que tu vois justement ce fossé se creuser? On va tourner à différents niveaux. J'ai pas une boule de cristal et je suis pas hyper informé, je dirais, sur la géopolitique internationale. Ce qui me paraît quand même évident, c'est que clairement la Chine est occupée à prendre un rôle que les États-Unis ne prennent plus de leadership, et même sur des aspects environnementaux. Je pense que l'Europe a l'ambition d'être un leader environnemental, et on l'est à bien des égards sur les politiques et on a vraiment un cadre important. La Chine l'est clairement sur le niveau technologique. Aujourd'hui, la Chine fait des produits d'excellente qualité à une fraction du prix de ce qu'on est capable de le faire en Europe. Donc il y en a qui tapent du pied par terre par rapport à ça, mais ils ont réussi à le faire. Maintenant, je pense que ce serait une excellente chose qu'on ramène et qu'on réindustrialise une partie de ces savoir-faire en Europe. Mais ça, c'est notre challenge à nous, et il faut qu'on le fasse. Mais donc, je pense que je vois pas en tout cas l'Amérique comme un leader, un leader en termes d'empire. Si tu regardes un peu, c'est toujours un peu rise and fall, quoi. T'as les grands hommes qui font des grandes choses, et puis après en anglais on dit great men make good times make weak men make bad times make great men, et puis t'as un peu ce cycle de leadership. Au niveau concurrent, du coup, parce que le fait qu'ils recarbonent, on pense qu'ils sont plus ou moins l'autonomie avec les gaz de schiste et autres. Donc est-ce qu'on arrivera à rester concurrentiel par rapport à eux, sans rentrer dans des considérations? Alors là honnêtement, oui, je pense qu'en tout cas, c'est le bon jeu à jouer. Ouais, je pense que le seul jeu qui vaut la peine d'être joué sur la question climatique et sur la question de où va l'humanité sur la planète, parce que c'est toujours ça, l'enjeu, c'est de sauver l'humanité. La planète, quoi qu'il arrive, elle tournera. Je pense qu'il faut jouer long terme, et donc se préparer aujourd'hui, quoi qu'il arrive, à vivre une vie à titre personnel, mais aussi à titre d'une nation, de vivre une vie telle qu'on devra la vivre, parce qu'il y a des limites planétaires, je le répète, c'est scientifique. Ça, je ne vais pas me repencher sur le contenu du GIEC, mais voilà. Oui. Cette vie-là, la vivre dès aujourd'hui, et être en accord, vivre une vie qui est en accord avec ces limites-là, ça n'est que de nature à pouvoir nous aider
Même si potentiellement il y a une grosse récession économique, etc., et qu'il y en a qui crament du pétrole à tout va pour garder une certaine avance pendant un certain temps. Je pense qu'au long terme, c'est une bonne stratégie que de se préparer à la suite, quoi. Pour terminer, pourrais-tu partager avec nos auditeurs 3 fondamentaux de la réussite entrepreneuriale d'après toi? 3 fondamentaux de la réussite entrepreneuriale selon moi. Je vais peut-être me répéter, mais donc l'action, commencer là où on peut, avec ce qu'on a, jour après jour, et juste avancer. Et puis, pas besoin d'avoir une stratégie très, très élaborée sur le long terme. Tu regardes en arrière et ensuite les points se connectent. Ça, je pense que c'est vraiment se mettre en marche. Ensuite, le fondamental, l'entourage. Donc, de nouveau, cofondateur. Moi, je crois très fort au fait qu'il y a certainement des gens qui réussissent à faire des choses seuls. Mais pour toi, c'est plus facile, c'est plus une évidence à 2 ou plusieurs même. Je pense que ça fait partie du coup de aussi l'expérience humaine de pouvoir partager ses réussites et ses échecs avec quelqu'un, et que donc ça fait du sens, même si parfois c'est plus difficile de jouer ce jeu-là. Comme une relation amoureuse, au final, forcément c'est un choix. Il faut choisir ses problèmes. Si tu es en couple, de temps à autre, il y a une engueulade. Ouais. Si tu es seul, il y a la solitude. Voilà, c'est potentiellement beaucoup moins intéressant comme vie, quoi. Donc, l'action, l'entourage, et puis un 3e fondement. Je pense que il faut que ce soit un plaisir, quoi. Il faut que ce soit un plaisir, une passion. Il faut que ça vienne un peu, faut que ça vienne naturellement et pas forcer un truc. Je pense que le succès vient de la passion et du plaisir. Je pense que c'est un peu bateau de le dire, mais je pense pas qu'il y ait une possibilité de vraiment juste essayer d'appliquer une recette et pour faire un projet entrepreneurial, il faut qu'il y ait un peu une passion sur quelque chose. Clairement. Et donc, dernière question, si tu devais nommer, on est dans le podcast des entrepreneurs inspirants, donc un entrepreneur que tu aimerais voir à ta place dans le podcast ou sur le siège, qui est-ce que tu citerais? Je vais te parler de Grégoire et Arnaud de chez Isolution. Donc Arnaud Virendale et Grégoire Telis, qui sont occupés à vraiment transformer l'isolation du secteur résidentiel, pour le coup, en Wallonie, et qui font un super boulot. Qui sont ici sur Namur d'ailleurs. Ils sont d'ailleurs sur Namur. Autour de le podcast. Eh bien, merci Léopold pour ton témoignage. Ici se termine le podcast des entrepreneurs inspirants. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Merci à tout le monde et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci Geoffroy. À bientôt. Au revoir. Au revoir.